Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous accueillir une fois de plus pour un nouveau numéro de cette émission Politiquement Incorrect, émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Eddy Marajo. Bonsoir Eddy, ça va? Bonsoir Mike, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Oui, puisqu'on est revenu. On est revenu. Ouais. A priori on est là pour tant que le public voudra de nous, quoi. Exactement. C'est l'expression consacrée. Alors l'invité de ce soir est le maire d'une commune emblématique et qui pèse extrêmement lourd dans l'histoire et dans le contemporain de la Martinique. Je viens parler de la ville de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Bonsoir Christian Raffa. Bonsoir Mike Heras, bonsoir Eddy Marajo. Merci. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui me font l'honneur de me consacrer quelques minutes d'attention avec vous. Merci de votre invitation surtout. Merci d'y avoir répondu. Alors comment vous allez? J'ai l'impression qu'on vous voit de plus en plus dans notre espace médiatique, dans des cadres divers. Vous avez de longues journées en ce moment? Très très longue. Je suis actuellement, je vous l'ai dit, un peu sous tension, un peu fatigué. Ah bon? Ok. Parce que les choses s'enchaînent très très vite, mais c'est une dynamique générale qui s'instaure autour de la ville de Saint-Pierre et dont je bénéficie, que la ville en bénéficie, mais en même temps qui me fait aussi... ça tire sur la ficelle. Ouais. Mais, comment dire, l'exposition médiatique, c'est pas une recherche chez moi. Je préfère la discrétion, mais je me dois aussi de répondre aux sollicitations, parce que bon, il y va de... Je suis un homme public, je suis obligé d'assumer, mais c'est pas un exercice qui est vraiment facile pour moi, malgré les apparences. Et j'y attache une grande attention parce que je considère que ce n'est pas moi qui suis là ce soir, mais le représentant d'une ville et d'une population qui attend de moi que je sois à la hauteur de la représentation en question. Je rappelle que vous êtes élu maire de la ville depuis avril 2015. D'accord. Alors vous parlez de dynamique générale concernant la ville de Saint-Pierre. Je crois qu'on va y revenir largement dans le courant de cette émission. Mais vous évoquez à l'instant votre discrétion, votre volonté aussi parfois d'être discret, d'œuvrer discrètement. On va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que cette volonté de discrétion s'applique également dans le cadre de vos engagements politiques actuels? Alors, pour rappel, j'indique que vous êtes membre officiel de La République En Marche depuis 1 an, à peu près, c'est ça? Non, depuis moins longtemps que Moins cela. longtemps que ça. Ah, j'avais situé ça à avril 2018. Écoutez, ça vient du fait que j'ai soutenu le président de la République actuelle sur sa candidature. Quand il a présenté sa candidature, avant même qu'il soit élu, j'ai fait campagne pour lui, très clairement. Je l'ai parrainé en tant que maire, mais je n'étais pas adhérent de son mouvement politique. Tout le monde l'a cru pendant longtemps parce que justement, je m'affichais très clairement en faveur de la politique qu'il menait, avec ce dont on peut aussi discuter, parce que tout n'est pas forcément parfait en politique. Je ne sais pas qui mène une politique qui plaît à tout le monde, ou qui... voilà. Mais j'ai pris une adhésion il y a quelques jours, simplement. Parce que quelques jours, d'accord. Il y a quelques jours, il y a peut-être 2 semaines. Parce qu'en fait, je me suis dit, tout le monde... me croit affilié à ce mouvement. Oui, parce qu'on se souvient d'un point de presse ou d'une conférence de presse où vous étiez aux côtés de mémoire du maire de Casse-Pilote, Ralph Monplaisir, et du maire du Lorrain, Justin Pamphile, et cette réunion avait lieu il y a 1 an et quelques. Donc j'avais situé votre adhésion à ce moment-là, quoi. Voilà, moi j'étais. Mais elle est beaucoup plus récente, donc extrêmement récente. J'étais dans la même démarche que le président le Premier ministre actuel, qui n'a toujours pas de carte En Marche. Il se trouve que cette dynamique qu'a mise en place le président draine des gens d'un peu partout. Je pense notamment très clairement sur l'actualité à Max Orville, qui est actuellement sur la liste de En Marche pour l'Europe et qui est toujours modem. Moi, j'étais je suis toujours dans un parti local qui s'appelle le PRM, même s'il est en sommeil. Il se trouve que le sommeil commence à être un petit peu long, là. Oui, non? voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis autorisé à dire tout le monde pense, et je pense que je suis donc de ce mouvement national En Marche. Et je n'ai pas d'adhésion. Je ne suis pas adhérent. Toujours pas.
Non, enfin là, depuis quelques jours, je vous l'ai dit. Depuis quelques jours, voilà. d'accord. Mais il y en a qui ont des cartes et qui ne s'affichent pas. Ok. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça n'est pas incompatible. Je suis toujours dans l'ancrage local, très fortement, mais ça n'est pas incompatible avec le fait de participer à un mouvement national, puisque nous sommes français, me semble-t-il. Mais Voilà, donc, avant de céder la parole à Eddy, qu'est-ce qui explique une adhésion aussi tardive? Vous êtes surbooké en tant que maire, vos activités municipales? Qu'est-ce qui explique? Il est clair que je ne suis pas, moi, dans une... comment dirais-je, je n'ai pas beaucoup de temps pour le mouvement national. Mais il se trouve que je pense qu'il est important que ce mouvement national, que la dynamique présidentielle est un ancrage local. Et il se trouve que la relation avec l'équipe du président de la République, avec le président de la République lui-même, est une très bonne relation. Il a compris, par exemple, le problème que j'avais à Saint-Pierre. Je l'ai invité en septembre de l'année dernière. Ça n'était pas facile, m'ont dit des journalistes, mais qu'est-ce qui vous a pris d'inviter le président de la République dans un contexte tel que celui-là? Il y a des gens qui fuient. Non, je ne suis pas du genre à fuir. Je crois au fond de sa politique, même s'il y a des choses qui peuvent être discutées, je vous l'ai dit, qui sont à parfaire. Mais dans l'ensemble, je ne vois pas d'alternative pour l'instant pour la France. Et donc, voilà, moi, je vais jusqu'au bout de mes convictions quand je les assume. Et donc, c'est dans ce sens que je me suis mis dans cette dynamique. Mais pour l'instant, ma priorité, je le dis, le fond de mon travail, c'est Saint-Pierre, dans son environnement martiniquais que vous connaissez tout aussi bien, voire mieux que moi. Oh non, vraiment pas. Je n'ai pas cette qualité. Eddy? Est-ce que, en vous inscrivant dans la démarche à travers cette adhésion, vous soutenez encore davantage et encore plus solidairement l'action du président de la République? Pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. C'est une clarification en quelque sorte que j'ai voulu apporter parce que des gens s'étonnaient. Et d'ailleurs, il y en a qui commençaient à se dire, mais attends, pourquoi il ne prend pas une adhésion à ce mouvement? Quand vous dites les gens, c'est-à-dire... À Paris? À Paris ou ici? Non, à Paris, ils croyaient comme vous que j'étais déjà... On dit, mais on te croyait marcheur. Et j'ai dit, non, je ne suis pas marcheur, mais voilà. Voilà. Et c'est peut-être ici, d'ailleurs, que j'ai eu quelques petites... il y a des interrogations qui ont été soulevées en disant, oui, pourquoi il ne prend pas sa carte, machin, est-ce qu'il a peur, voilà. Non, je n'ai peur de rien. Mais comment je peux avoir peur chaque journaliste ou les interviews que j'ai pu avoir, ça commençait par monsieur le maire de Saint-Pierre, vous êtes connu comme étant le premier des soutiens d'Emmanuel Macron en Martinique, patati patata. Et je lui dis oui, bon, très bien, mais c'est pas la carte qui fait le militant, c'est ce qu'il fait, ce qu'il croit, ce qu'il assume. Voilà, donc pour moi... Parce qu'on vous entend peu sur la matière. On ne vous a pas entendu beaucoup commenter les péripéties multiples et diverses qui ont été déclenchées dès la fin 2017 et l'été, entre guillemets, 2018. Plus là, l'automne 2018 et le début de l'année 2019. Donc je veux parler de l'affaire Benalla notamment, je veux parler du conflit à la SNCF plus avant, et puis évidemment les Gilets jaunes. Mais... Si vous aviez à tirer un bilan en tant que maintenant militant, vous diriez quoi ? Il y a du bon et du moins bon, il y a des choses qui relèvent du fond, des choses qui relèvent de la politique politicienne, si vous me demandez ce que je pense de l'affaire Benalla, par exemple, moi je pense que c'est un épiphénomène, franchement. C'est quelque chose qui... Je ne vois pas de rapport avec la politique de fond de la France, franchement. Bon, il y a un individu qui a agi de façon un peu, pour moi... pas un peu, qui a agi de façon borderline par rapport à ce qu'il avait comme compétence. Il est en faute, très bien. Et sa proximité immédiate avec Emmanuel Macron rend l'affaire peut-être un peu particulière. Est-ce que vous pensez qu'il a été missionné par Emmanuel Macron pour faire ce qu'il a fait ? En fait, quand on prend les 50 dernières photos avant l'affaire de Benalla, il est à 30 cm... Mais il était avant à 30 cm et peut-être même moins de Martine Aubry. Et s'il n'est pas nouveau dans le paysage politique. Et donc à partir de même là... de Montebourg, il paraît. Ben oui, et donc... l'absence de condamnation très claire et
très frontal d'Emmanuel Macron à ce sujet. Ça vous interpelle ou... Je n'ai pas suivi le détail de ce qu'il a. Il me semble qu'il a été écarté du cercle où il était, où il exerçait. Oui, Bon, non, oui. Comme je vous ai dit, je ne suis pas... juste après la publication de l'article du Monde, oui, pas avant. Vous voulez, alors qu'on a commencé là-dessus en disant que je n'étais même pas encarté, vous vouliez que je sois à l'époque déjà le porte-parole du gouvernement. Non, pas du tout. Pour le défendre. Non, pas du tout. Pourquoi je ne me suis pas prononcé là-dessus? Non, mais on voulait vous entendre puisque vous étiez le premier à le soutenir. Quand ça va mal, on ne vous entend pas le soutenir? C'est ça le problème. Non, mais attendez, je n'étais pas légitimé pour parler le premier sur cette affaire-là. Il y avait une représentante locale. On va en parler justement, qui a disparu dans la nature. Moi, je ne veux pas qu'on me donne des légitimités que je n'ai pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de fonction officielle dans la marche. Pourquoi je me serais plus exprimé que Justin Pamphile, que Ralph Monplaisir ou d'autres qui ont des cartes? Oui. Il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui sont encartés dès le départ et qui sont en première ligne. Il paraît qu'il y a des maires en dehors des trois que vous venez de citer. Il n'y a pas que des maires, il y a des gens qui sont à la collectivité territoriale, il y a des gens qui sont parlementaires et qui sont encartés et qu'on n'a pas entendus. Alors pourquoi le maire de Saint-Pierre et puis pas ces gens-là? C'est un vrai scoop que vous pourriez nous donner. Donc des parlementaires martiniquais qui sont encartés à En Marche. Au moins une. On va vite procéder par élimination. non, pas Il ne s'agit pas de Catherine Coconne, quand vous dites une. J'en connais une. Ni Serge Letchimy, a priori. Quand il dit une, à mon avis, ça ne peut pas être Serge Letchimy. Donc, c'est Madame Keklar qui est encartée. Vous allez demander ce que vous... Cette émission a toujours... Oui, je ne pense pas que ce soit honteux, mais c'est juste qu'il faut se poser des bonnes questions. D'accord. Il y a aussi une conseillère territoriale, c'est elle qui est encartée. Territoriale ou exécutive? C'est trop tard pour le sourire. Une conseillère exécutive n'est plus conseillère. C'est un des nombreux avantages de la télévision. Je suppose qu'il y aura bientôt un ou une personne qui sera la représentante ou le représentant du parti ici. Et à qui vous pourrez poser la question. Alors justement, je n'ai pas le fichier. Pendant qu'on vous tient, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu... alors, qu'est-ce que vous pensez des attaques répétées dont était victime M. Jackie Lecourtier en la matière, et puis ces condamnations passées qui reviennent sur le tapis parce qu'il a été condamné lorsqu'il était maire socialiste d'une ville française, etc. Pourquoi on lui en veut autant? Ça aboutit notamment à sa mise à l'écart par l'ancienne responsable locale. Je n'ai pas eu à discuter de façon approfondie de cette situation-là, mais j'ai cru comprendre que c'était le problème, justement. Vous avez décrit le passé de Jackie Lecourtier, et je pense que ça a beaucoup probablement posé de questions. Moi, je sais par exemple que Justin Pamphile, il était très très mal à l'aise par rapport à ça. Donc il y a eu une image renvoyée qui a posé problème. Donc, et ces problématiques qui sont liées au passé de quelqu'un qui a pris l'initiative, entre autres, de soutenir la candidature et puis de fédérer un certain nombre de gens, vous pensez qu'elle a été, vous confirmez qu'elle a été à l'origine de sa mise à l'écart? J'ai pas bien... La polémique sur le passé de Jackie Lecourtier a pesé, vous pensez? Oui, je pense que ça a pesé énormément, d'après ce que je sais. Alors, qu'est-ce qui a pesé pour la démission de la responsable, Madame Gressier? Alors, vous me posez la question de savoir si... Comme si j'étais dans le staff. Non, mais attendez, vous l'êtes plus que nous, d'après ce que je sais, c'est que ces remous, comment dirais-je, cette espèce de tension, de conflit entre les deux personnages a fini par déteindre sur les deux. Et donc je pense que le parti en a souffert. Il y a quelqu'un qui a fait le ménage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si j'ai entendu que Mme Charlotte Gossier a dit qu'elle se retirait. Oui, voilà, elle a démissionné. Officiellement, elle a démissionné. Donc je pense que ça a créé des tensions avec peut-être au niveau national. Elle s'est sentie mal à l'aise, elle a préféré s'écarter. Ralph Monplaisir nous annonçait, il y a quelques semaines à ce même micro, que dans les jours à venir, il y aurait une espèce de bureau... de réunion pour relancer un petit peu le mouvement, trouver un nouveau responsable et puis repartir sur de nouvelles bases. Maintenant que vous êtes militant, est-ce que vous prétendez à une responsabilité quelconque
dans la direction du mouvement sur le plan local? Alors, pour répondre très clairement à la fonction de référent, parce que ça s'appelle comme ça, non. Non, clairement, puisqu'il s'agit d'être un représentant du parti, quelque part un administratif du parti ici, il n'en est pas question. En revanche, il faut contribuer à une dynamique de rassemblement, une fédération, une forme de fédération qui est initiée au niveau national et dont l'intitulé, je crois que c'est La République ensemble, et qui est ouvert là à toute personne qui se sent Macron compatible et qui voudrait quand même pouvoir... Est-ce qu'il en reste? Oui, j'en ai déjà rencontré. Je parle de la Martinique, bien évidemment. Oui, je parle de la Martinique. Vous croyez que la Martinique peut rester en marge de ce qui se passe au niveau national? J'ai eu à rencontrer des personnes représentant le gouvernement là-bas. J'ai été étonné d'avoir 6 ou 7 Guadeloupéens autour de la table, Guyanais, venant du Pacifique. Font partie du cœur du parti, hein. Par exemple, ça a Chalut. Mais j'ai eu des Réunionnais, des gens du Pacifique, et il y avait un seul Martiniquais, c'était moi. Ah ben voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je pose un problème, ça me pose un problème pour mon pays, parce que pendant ce temps-là, le monde continue à tourner. J'aimais bien qu'on se mette en marge comme ça, mais je ne sais pas. Nous dépendons non seulement de l'Europe, mais surtout de la France. Se mettre en marge de tout ce qui se passe là-bas, et je pense que c'est au détriment du pays, parce que sauf s'il y a un coup d'État demain matin et qui renverse Macron, la Martinique ne peut pas rester en marge. Et ces gens-là avancent leurs dossiers, font avancer leurs affaires pour leur pays, parce qu'ils ont le sens de l'intérêt de leur pays, et nous, voilà, donc j'aimerais bien... Donc ma question est légitime. Oui, sur le bien... peu d'enthousiasme vis-à-vis de Macron, d'au moins les militants. Parce que vous vous retrouvez tout seul autour d'une table où il y a des... Oui. On ne voit pas beaucoup de gens descendre dans la rue pour soutenir le mouvement de Macron. Bon, je prends par exemple ce qui se prépare, là, c'est-à-dire la dynamique pour l'élection européenne. Vous serez surpris la semaine prochaine de voir les personnes qui sont prêtes à soutenir la candidature de Max Orville au sein de la liste En Marche pour l'Europe. D'accord. Vous verrez la semaine prochaine. Concernant le... Donc je pense que ça dépend de l'approche que l'on a. Aller soutenir, aller se mettre dans un parti... mais globalement, le sentiment n'est pas totalement de rejet. C'est pas vrai. Il y a du bon et de l'incontournable dans ce qui se passe au niveau de la France. Les problèmes que ce gouvernement a traités actuellement n'ont pas été générés par lui en un an et demi. Ce sont des problèmes qui remontent à 30 ans. Tout le monde fait ce constat-là. Maintenant, comment... Là, vous avez vu ce qui se passe ? Ils n'ont pas été exacerbés par lui et par certaines de ses décisions extrêmement rapides suite à son élection. Oui, non, excellent. Peut-être qu'ils ont été pris dans le mauvais ordre. Peut-être que... Voilà. Par inexpérience, certainement, parce que ce gouvernement est constitué de personnes qui, beaucoup, sont des nouveaux en politique. De trentenaires et de quadragénaires. Mais c'est aussi la France qui a voulu ça. Parce que pourquoi ne pas avoir repris les mêmes qui avaient de l'expérience, de la bouteille, et les remettre en place? Ils ont dit non. C'est le fameux mouvement de dégagisme qu'il y a. Après, on prend le risque quand on met des jeunes, des inexpérimentés, des gens qui sont capables de faire des erreurs. Mais dans le fond, quand vous avez vu le grand débat national, dont je n'ai pas lu de façon exhaustive, parce que je vous ai dit, je suis très très pris dans mes affaires pyrotine. Mais j'ai entendu que les grandes revendications qui sont le pouvoir d'achat, la baisse des impôts, sont des revendications colorées politiquement. Ce sont des revendications de la vie quotidienne. C'est ça que demandent actuellement les gens. Et donc, partout, que ce soit au niveau de Saint-Pierre ou autre, vous voulez que je vous dise, j'ai le sentiment qu'actuellement, je pourrais avoir la couleur politique que je voudrais, n'importe laquelle, c'est pas ce que me demandent les gens. Ils me demandent des résultats. Je pourrais même être peut-être soutenu du mouvement de Marine Le Pen, ce que je ne suis pas. Les gens regarderaient toujours ce que je fais. Et c'est ça. Personne ne me demande de quelle carte politique j'ai à Saint-Pierre. Personne ne me reproche d'avoir emmené Emmanuel Macron à Saint-Pierre. D'accord ? Donc voilà, maintenant on peut continuer à faire le jeu politicien de oui, tu es là, tu es pas là, etc. Mais c'est pas ça qui résout le problème des impôts, du pouvoir d'achat, des retraites des gens qui sont maigres et tout, de la misère sociale qui reste à Saint-Pierre, qui règne à Saint-Pierre. Je reçois, vous le savez peut-être. C'est la fin des idéologies en Martinique, c'est la fin du clivage droite-gauche. Vous aussi, vous êtes dans ce courant
qui affirme que seul compte le pragmatisme et les résultats concrets. Les résultats dans tous les domaines. Le pouvoir d'achat, est-ce que c'est une demande de droite ou de gauche ? Je ne sais pas. Okay. Est-ce que c'est une demande sociale ou une demande libérale ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, demain, par exemple, je reçois à Saint-Pierre la secrétaire d'État en charge de la politique digitale, numérique. Plus exactement, qui va traiter de la misère en France. Politique. D'accord. Okay. Mon Dieu, j'ai oublié le titre exact, mais les secrétaires d'État à côté de la ministre en charge des Affaires sociales à Saint-Pierre, le plan pauvreté. Elle est en charge de la gestion du plan pauvreté. Je la recevrai à Saint-Pierre. Elle vient découvrir le chantier d'insertion que j'ai mis en place pour aider à l'insertion d'une douzaine de personnes de tous âges sur des chantiers de sites patrimoniaux de Saint-Pierre. Je vais l'interpeller à nouveau sur le paradoxe que j'ai à gérer. Une ville qui brille, qui est emblématique, comme vous dites, de la Martinique, qui a un potentiel extraordinaire en matière de développement de l'économie touristique, mais qui est au fond une ville où il y a énormément de misère. Le principal du collège me disait... On va en parler donc, dans l'émission. Elle vient là-dessus, je vais l'interpeller sur ça. Alors, est-ce que je suis dans une posture de droite ou de gauche quand je vais lui dire que 65% des élèves du collège sont éligibles à une bourse nationale et beaucoup de parents ne le savaient même pas? Est-ce que c'est une posture de gauche? Est-ce que ça fait de moi un homme de gauche? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un problème réel. Christian Raffa, à titre personnel, vous qui avez exercé des responsabilités à l'UMP, l'UMP, c'était l'ancêtre. Exercer des responsabilités, même pas. Même pas? Bon 2 jours. 2 jours? Non, même pas. Je sens que vous avez une anecdote à nous raconter à ce sujet. On vous écoute. On vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est presque un putsch. Ça. Un déchoucage. Il y a eu un putsch, 2 jours. J'ai été élu délégué de circonscription à 10h du matin. Ça commence très bien. À 13h. Et puis le soir, j'ai fait l'erreur de répondre à un journaliste à la TV sur le 20h, parce qu'il y a eu tellement de choses qui étaient faites de façon irrégulière, très difficile. J'ai été élu à 65% sur la côte Caraïbe, délégué de circonscription, contre un adversaire qui avait fait que 31%. Et le soir, j'ai fait l'erreur de dire que, compte tenu de ce qui s'était passé, c'est le journaliste qui me pose la question, qui me dit est-ce que vous envisageriez, si vous n'obteniez pas satisfaction, de démissionner? J'ai dit, après une petite seconde de réflexion, j'ai dit c'est quelque chose que je pourrais envisager. Le lendemain, j'étais démissionné. Et le soir du lendemain, mon adversaire battu à 31% était à ma place au nouveau bureau qui venait d'être constitué. Donc j'ai été responsable pendant une journée. Soit. Merci pour cette anecdote que j'ignorais. Que nous ignorions. Mais c'est une vieille histoire. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de prendre mes distances. Vous avez été membre de l'UMP. Vous avez créé en 2010, je crois, le parti régionaliste martiniquais. Avec Chantal Maignan. Là, depuis qui elle aussi a été victime de putsch. Ces 2 dernières années, vous êtes désormais membre depuis quelques jours, de la majorité présidentielle En Marche. Mais vous, à titre personnel, vous vous sentez comment aujourd'hui? De droite, de sensibilité centriste? Voilà, l'ancien membre de l'UMP que vous étiez aujourd'hui, comment il se sent? Vraiment à titre personnel, là je ne parle pas des pirotins, de l'électorat, de la fin de tel ou tel clivage, mais Christian Raffa, il se sent comment en termes de sensibilité politique? Est-ce que vous avez encore une idéologie? Mais je n'ai jamais eu peut-être d'idéologie, c'est ça qui fait que... Quand on analyse votre discours un peu plus jeune, vous étiez quand même... bien... Qu'est-ce que je disais? Bien libéral. Qu'est-ce que je disais? Mais je disais que la production de richesse, il faut d'abord la faire avant de la partager. Et c'est toujours le cas. Si on veut partager la misère, et puis ça fait de nous quoi? Vous êtes d'accord avec quoi que le patron de la CGT, M. Martinez, ne dit pas ça? Il dit quoi? Que Michel Branchi, qui est le directeur des UTV, ne dit pas ça. C'est peut-être ce dont on a été victime jusqu'à maintenant et dont il faudra trouver la solution. La France est ruinée, tout le monde le sait. La France vit à crédit, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le fait que la France devait d'abord
créer ces richesses pour pouvoir vraiment être un pays développé et se partager. Donc, si on veut à chaque fois aller chercher l'argent que l'on n'a pas, croire qu'il y a une bourse d'argent suspendue quelque part, qu'il suffit d'aller décrocher pour le partager, je veux bien. Mais même si on fait ça, est-ce que l'on donne de la dignité aux gens? Est-ce qu'on les on leur permet de s'épanouir? Et les 180 milliards, le travail, ça a du sens. Les 180 milliards d'euros d'évasion fiscale. C'est pas une politique de droite, ça. Non, mais bon. C'est toujours des fraudeurs. Mais ils ne sont pas de droite spécialement. Ces gens-là n'ont pas envie de partager. Je vous rappelle qu'il y avait un ministre du budget socialiste qui avait des comptes en Suisse. Oui. Donc c'est humain, tout simplement. Et ce sont des gens qui, c'est pas parce qu'ils sont de droite ou de gauche, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes ou honnêtes. Ouais. Donc je crois qu'il faut aller à l'essence des choses. L'individu qui vous parle, quand il était à l'UMP, il était toujours le même. Je n'ai pas changé. Donc vous êtes toujours de droite alors? De sensibilité. Comme vous dites, vous n'avez pas changé. Si vous dites que, si le fait de dire que je crois à l'entrepreneuriat, je crois à l'initiative, individuelle, ça fait partie de la définition globale. Liberté de l'entreprise, j'y croyais. C'est une formule de la Jeune Chambre économique que j'ai fréquentée, mais il faut pondérer ça. La liberté de l'individu, de l'entreprise, c'est ne pas, comment dirais-je, entraver la créativité, l'énergie qu'il y a chez un entrepreneur et annihiler la possibilité de faire en sorte qu'il crée la richesse. Mais après, il faut que la République fasse son travail, que l'État fasse son travail, que les parlementaires, ceux qui créent la loi, fassent leur travail de façon à ce qu'il y ait une forme d'équité. Dans le partage, parce que ce que l'entrepreneur produit n'est pas forcément à lui et à lui seulement. En fait, donc, vous êtes de droite mais progressiste, quoi. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça pourrait être ça, oui. Un label revendiqué par, pas que Christian Raffa. Par le PRM. Par aussi le couple Jenny Dulis-Petit et son époux. Oui, mais je crois que c'est la réalité. Avec le label de Serge Letchimy, d'ailleurs, à l'époque. Si vous vous mettez dans la posture de celui qui est le libéral pur et dur, sauvage, dit-on, qui veut... on va jusqu'à l'esclavage. Hein, c'est bon, ben voilà, toi tu es mon objet, tu produis pour moi, et c'est moi qui encaisse. Ça ne tient pas. Ouais. L'histoire montre que ça ne tient pas, ça crée des révolutions internes. Donc je crois que c'est juste le juste équilibre qu'il faut trouver. Mais si on tue l'initiative, on crée le terreau de la pauvreté partagée. Et ça, c'est pas l'objectif à atteindre, je pense. Dans cette émission, Eddy Marajo formule de manière récurrente ces questions par « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Concernant le parti régionaliste martiniquais que vous et Chantal Meigna avez, et d'autres avaient créé en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il existe toujours? Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné peut-être au niveau de ce parti? Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de l'étoffer suffisamment avant que je ne sois maire de Saint-Pierre, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime le pouvoir, qui prend le pouvoir pour prendre le pouvoir. Vous avez eu 5 ans pour le faire quand même. Oui, bon. il y a eu certainement des difficultés en termes de relations, de personnes dans le groupe, mais ça, c'est pas une exclusivité du PRM. Bon, ça a peut-être ralenti. On vous l'accorde. Ça a peut-être ralenti les choses, mais je crois que le gros coup de frein a été probablement mon élection à la ville de Saint-Pierre, parce que ceux qui étaient autour de moi dans le staff savent que j'étais quelque part un peu celui qui faisait marcher le mouvement. Oui, j'étais celui qui mettait du charbon dans la machine. Secrétaire général, ça travaille. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai été maire, j'ai eu beaucoup moins de temps. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a encore un secrétaire général? C'est la fonction que vous assuriez d'ailleurs. Oui, voilà. Vous assurez toujours? Sur le papier, mais bon, le mouvement... le parti décède officiellement quand? Oui, voilà, donc... La vie décède, il faudrait qu'on décide. Mais là, c'est sûr que, bon, il y a des partis aussi qui sont en Martinique qui ne fonctionnent pas plus que le PRM. Non, mais on parle du PRM. Mais je n'oublie pas ce que vous venez de dire. Je ne veux pas dire que le PRM fonctionne. C'est clair, oui, bon, là, sur le plan administratif, il n'est pas... Les méchantes langues disent que vous vous réunissiez dans une cabine téléphonique. Un grand classique aussi, des images. Mais bon, on ne se réunit plus. Comme ça, c'est clair. Et est-ce que Chantal Meignan fait toujours partie du... Non, elle a démissionné. Ouais, mais bon, écoutez, si la présidente démissionne, là, ça devient officiel en fait. Tout est dit. Vous savez qu'on avait des doutes. Hein.
Non, elle a officiellement, elle l'a dit au moins médiatiquement. J'ai pas reçu de lettre. Voilà, c'est pour ça qu'on Mais voulait... bon, le fait est que elle a dit qu'elle rendait, d'ailleurs pour prendre une carte à En Marche, Oui. parce qu'elle estimait que ça faisait double emploi avec le PRM. Maintenant, vous êtes 2. Ben, moi, j'ai attendu. Ouais, elle l'a prise bien avant vous, quand même. Ouais, quand même. Voilà. Donc, mais bon, ce sont des détails de la vie politique. Je crois que l'essence des choses, c'est dans ce que l'on fait au profit du pays, ce sur quoi on s'investit, dans l'intérêt des gens. Parce que moi, encore une fois, je ne fais pas de la politique pour moi, pour briller, pour avoir des postes. Je fais de la politique sur la base d'une mission que les gens m'ont confiée, en m'élisant et en me donnant leur confiance. Et ça, c'est l'essence des choses pour moi. Le jour où je n'aurai plus la confiance des gens, voilà, je rentrerai chez moi. Et donc, je me sens une obligation, je me sens en mission. Je ne me sens pas, voilà, en apparence, en représentation. C'est pas tout à fait ma philosophie de la politique. Est-ce que l'ex-PRM, Christian Raffa, a bien pesé le pour et le contre avant de quitter ou de s'éloigner d'Ensemble pour une Martinique nouvelle? On se souvient qu'ils avaient été quand même bien à vos côtés avant votre élection et même après, hein, le jour de votre investiture officielle, il y avait un certain nombre de représentants de la coalition qui étaient présents. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle entre l'élection de la CTM, décembre 2015, puisque le PRM était un allié de la coalition pour cette élection? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'élection et la défaite de la coalition et votre rapprochement d'Emmanuel Macron suite à son émergence politico-médiatique, quoi? Il s'est peut-être passé que la coalition ne se réunit plus, ne fonctionne plus. Je ne suis pas le seul à être un petit peu en marge. Je pense à Génie Dulis ou autre. Bon, Justin Porfil qui a quitté aussi Il n'y a pas eu de réunion récemment, d'après ce que je sais. Moi, je suis toujours en lien, disons, je ne suis fâché avec personne. Moi, je croise régulièrement Catherine Conconne dans certains lieux. Nous travaillons ensemble sur certains dossiers. Elle m'a accompagné à Paris, par exemple, pour conquérir le label avec Maurice Antiste, avec qui j'ai de très bonnes relations aussi. Ouais. Bon, je ne suis pas proche du PPM, c'est clair. Je ne suis pas dans la mouvance PPM, mais je suis toujours en lien avec ceux qui... Bon, j'ai d'excellentes relations avec quelqu'un que j'admire énormément, c'est Rodolphe Désiré. Voilà, donc je suis plutôt encore de ce côté-là. J'ai de bonnes relations avec toutes ces personnes. Je ne suis fâché avec personne. Maintenant, je ne sens pas de coalition existante active. Et donc, je vois pas pourquoi. Les récriminations régulières de Serge Letchimy contre le gouvernement, contre l'action de l'État en Martinique, ces coups de colère ne mettent pas en péril votre adhésion à une éventuelle reformation ou relance de l'EPMN? On verra. Bon, chacun voit la politique qui est faite au niveau national et adopte une attitude, une posture ou s'exprime de façon... Moi, je vois, par exemple, Catherine Conconne, elle dit ce qu'elle a à dire au moment où elle l'a à dire, mais je la vois en de très bons termes à titre personnel et autres avec la ministre des Outre-mer. Elles sont quasiment amies. Donc, c'est pas parce qu'on est en lien avec... Moi, s'il faut un jour dire que je suis en désaccord avec quelque chose, je le dirai. Ça vous est déjà arrivé? Expression publique? Sur l'attaque assez sévère sur les privilèges, entre guillemets, j'aime pas trop qu'on dise ça, fiscaux des Martiniquais, des contribuables martiniquais, ça vous a laissé froid ou vous étiez un peu irrité? Je me suis exprimé là-dessus. Vous l'avez peut-être pas entendu. Mais... Vous pourriez reformuler parce que... il y a eu un article dans le France Antilles dans ce sens, où je me suis exprimé en disant que je n'ai pas vu... C'était une erreur? Non, j'ai pas dit ça. Pour vous, c'était pas une erreur? J'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être même des choses qui ont irrité en sens contraire. En disant que bon... C'est peut-être pour ça que je vous pose la question, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que... Bon... non, mais...
Si on n'a pas le droit d'exprimer son désaccord, il faut à chaque fois dire on est d'accord, même parce que ce sont des gens qui parlent dans le pays, on doit être d'accord sur Mais au tout. bout d'un moment, quand on multiplie les désaccords avec les tenants de PMN, on peut se poser la question de si EPMN est Macron compatible. Sur certains points, on peut être en désaccord. C'est ça la politique, parce que je crois que c'est ça le piège. C'est-à-dire que ce qui se passe d'ailleurs là actuellement entre la majorité de la CTM et son opposition, c'est un peu ça. On n'arrive pas à exprimer le désaccord. Non, mais là, c'est normal, une opposition face à une majorité, mais vous... On doit être en opposition systématique. Non, on parle pas de ça. Non, mais jusqu'à aller au conflit personnel, je ne crois pas. Attendez, si je cumule, il y a un désaccord profond entre Serge Letchimy et le gouvernement sur l'affaire du chlordécone. Vous êtes au courant? Serge Letchimy dit, Monsieur le Président, ne nous faites pas rigoler, vous savez très bien que c'est cancérigène ou cancérogène. C'est grave ça quand même. Avec des attaques frontales. Catherine Coconne manque de se lever pendant la réunion, vous vous rappelez? À Paris, vous étiez. À Paris, elle s'énerve. Mais il y en a qui sont restés assis, hein. Vous les voyez pas? Non mais attendez, On parle pas d'eux. Bien sûr pour les hommes. Bien sûr pour les hommes. Donc c'est assez grave. Il y a une lettre ouverte extrêmement dure contre l'attitude du gouvernement et plusieurs lettres ouvertes sur la politique du gouvernement et les allers-retours et des omissions, voire des mensonges sur la politique de santé. Parce que la loi santé prévoyait par exemple que la Martinique puisse faire appel à des médecins étrangers comme c'est le cas de manière officielle pour la Guyane et Mayotte. Et le gouvernement, au dernier moment, dit bon, non, pas possible pour la Martinique et la Guadeloupe. Donc là, les parlementaires, dont Serge Letchimy, Catherine Coconne, entre guillemets, pètent un plomb. Donc voilà un deuxième exemple. Il y a un troisième exemple sur tout ce qui touche au traitement des éléments budgétaires, des éléments fiscaux. Vous vous rappelez, voilà, cette volée de bois vert sur ces fameux abattements fiscaux, etc. Ça fait beaucoup au bout d'un moment, non? Vous ne vous sentez pas un peu tout seul là? Tout seul avec ceux qui ne se prononcent pas. Et ils sont nombreux. Vous êtes en train de faire un scoop à l'envers. Vous allez nous dire, vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, vous découvrirez que toute la classe politique antiliquaise... Non, il ne faut pas non plus tomber dans notre caricature. Alors c'est qui? Mais donnez-nous des noms, puisque vous n'êtes pas tout seul. Non, mais laissez-moi organiser les choses, organiser la parole, l'expression, et peut-être... Donc vous êtes à la tête de ce petit mouvement qui... Pas encore. Pointe à l'horizon. Pas encore nommé officiellement. S'il faut assumer cette charge, je le ferai, dans l'intérêt de mon pays. Donc pas une charge administrative, mais au moins une charge politique. Parce que Excusez-moi, j'ai peut-être raté un épisode. Ce petit mouvement que vous évoquez, de quoi s'agit-il? petit mouvement. C'est moi qui ai prononcé. Pardon. C'est une dynamique nationale qui est en train d'émerger. Localement. Et qui aura une représentation locale. Voilà, il s'agit de mouvement dont on a confié à un ancien sénateur et qui s'intitule La République ensemble. Voilà. Et qui se veut comme un lieu de fédération de ceux qui veulent exprimer une parole. Ce que vous ne savez pas nous dire, c'est que et qui pourrait ne pas être une parole. La République ensemble en Martinique, ce serait peut-être vous. Peut-être. Okay. Et qui, peut-être, si ceux que je pressens acceptent de jouer le jeu, pourrait être un lieu d'expression de la Martinique, en accord ou en désaccord. Mais justement, il faut organiser cette parole. Un nouveau parti, en fait. Non, c'est un nouveau mouvement. Ouais, c'est une association, a priori. PIA se sentira peut-être un peu moins seul. Non, mais parce que je pense qu'il n'est pas dans notre intérêt d'avoir de temps en temps un individu isolé qui s'exprime. Les autres ne font pas comme nous. À un moment donné, il faut arrêter d'être couillon. Parce que pendant ce temps-là, en Guadeloupe ou ailleurs, ils s'organisent, ils portent la parole et ils avancent. Et nous, on est dans la posture. Est-ce que la politique, c'est la posture ? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut aller au fond. Est-ce qu'il faut ça pour figurer ? Et si justement on veut faire entendre les désaccords, parce que c'est pas moi qui suis à l'origine du fait que des fois on n'écoute pas les Martiniquais, parce que les Guadeloupéens, eux, sont organisés, d'accord ? Et par exemple,
moi, encore une fois, vous voulez faire de moi l'analyste ou bien comment dire, que je suis en plein dans la politique nationale et je connais tous les dossiers par cœur. Non, je répète encore une fois, j'ai énormément... quand même assez révélateur. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai de façon un petit peu... parce que ça m'a touché à un moment donné, parce qu'on m'a demandé de me positionner là-dessus ou d'y réfléchir. Mais ça ne fait pas de moi un spécialiste de tous les dossiers du gouvernement. Ça aurait fait tâche si vous aviez été nommé, on va dire, leader de la République Ensemble sans être encarté. C'est sûr. Non, absolument pas, parce que je vous explique que ça se veut être un lieu de fédération. Y compris de gens non écartés. Y compris de gens, et surtout de gens non écartés. Est-ce que vous pourriez nous citer des gens potentiellement non encartés qui pourraient faire partie de votre mouvement des Martiniquais? Il y en a un premier qui m'a... Je ne veux pas citer tous parce que les contacts sont en cours. Joseph Ferras m'a dit oui, pourquoi pas. C'est parti. Et lui, il ancien est du PRM ancien du aussi. PRM. Voilà, il m'a dit, bon, Christian, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une ouverture d'esprit. Ça ne fait pas de nous comment dirais-je, des adorateurs d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas cette approche de politique. Et c'est justement ça qui fait que je déroute quelque part. Je ne suis jamais en idolâtrie vis-à-vis de celui que je suis. C'était la même chose pour Sarkozy. Moi, je n'étais pas un idolâtre de Sarkozy. Il a fait beaucoup de choses qui étaient bonnes. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Voilà, donc j'ai cette approche-là. Donc, encore une fois, par exemple, sur le dossier de la défiscalisation du logement social, qui incluait une défiscalisation possible, on m'a chargé de défendre ce dossier. La petite réunion en question là, à laquelle j'ai participé, où j'ai amorcé une prise de parole là-dessus, je me suis fait descendre par des Guadeloupéens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Et voilà, donc c'est pas moi qui bride la parole des Martiniquais, c'est à force de ne pas se concerter et porter la parole de façon collective, on est moins fort. Parce que les Guadeloupéens, ils étaient 6. Et puis ils étaient apparemment tous d'accord pour dire non, il y a des biais, il y a des parallèles. On a bien compris si on veut que la Martinique arrête d'être dans cette situation où elle est, avec 3000 personnes qui partent chaque année, avec une stagnation sur le plan de développement... dire avance. Moi j'ai dit ça? Ouais, il y a un copyright sur ça. Si on veut sortir notre pays de l'ornière et le remettre en dynamique, c'est pas en restant dans cette situation. Il faut être en marche, quoi, si on veut sortir de l'ornière, c'est ça? C'est une façon de dire. Là, je pense pas aux partis politiques, je dis qu'il faut se mettre en mouvement. Ça tombe pile poil à quelques mois des élections municipales, non? D'être en marche. J'ai pas besoin de ça. Ça peut aider? Non, pas du tout. Je compte pas là-dessus pour... Non, je suis allé... Vous peut-être, mais les autres, ceux qui vont vous rejoindre là. Je ne sais pas s'ils vont s'encarter en marche, s'ils vont machin, j'en sais rien. En tout cas, ils auront leurs objectifs. Moi, je sais que je n'ai pas besoin d'une étiquette quelconque pour me faire entendre des Pierrotins. Ils m'ont entendu en 2014, ils m'ont entendu en 2015, ils m'ont élu. Vous savez que j'étais encarté... UMP à l'époque en 2008 et je n'ai pas eu d'investiture parce que j'étais déjà rebelle. Ils ont décidé de ne pas me donner d'investiture et je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. J'ai envie de vous poser, là on parle de parti qui a quasiment disparu, j'ai envie de vous poser la question, c'est de l'opportunisme parce que quand on regarde, grosso modo Macron a plutôt bien résisté à l'ensemble des mouvements sociaux organisés, notamment par les syndicats. Il a résisté finalement aux Gilets jaunes, qui ne sont plus que quelques milliers dans la rue le samedi. Il a résisté à une opposition relativement disparate, voire quasiment absente. Il est en tête, son parti est en tête des intentions de vote aux européennes. Et quand on fait des sondages sur d'éventuelles élections présidentielle, il gagne très largement. Est-ce que tous les gens qui sont autour de vous ne sont pas en train de vous dire on est parti pour un deuxième mandat, donc on a intérêt à venir vite fait? Oh, pardon, j'ai touché le micro. Comment vous dire Vous souriez là, non? Non, on l'a vu. J'essaie de distinguer l'apparence et le fond à chaque fois. Vous me parliez des Gilets jaunes qu'il a vaincu ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas fini. Il a plutôt bien résisté, parce que finalement... Il a résisté à... peut-être et encore c'est pas fini, mais je crois que les questions de fond restent et je crois que
j'ai le sentiment, j'aimerais ne pas me tromper, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne s'arrête pas à la superficie des choses, aux apparences. Il sait le problème qu'il y a au fond. Il l'a très très bien analysé dans son livre Révolution, qui m'a convaincu qu'il avait compris une grosse part des problèmes de la France. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut corriger en quelques semaines ou à coup de baguette magique ou en faisant un coup. C'est quelque chose qui est vraiment un mal en profondeur du pays France. Donc, il n'est pas dupe. Il est, je pense qu'il n'est pas en train de se satisfaire du fait que le mouvement s'épuise. Il sait que c'est dangereux et que ça peut réémerger sous une autre forme. J'en suis persuadé, parce que on peut lui reprocher beaucoup de choses, sauf d'être intelligent, je crois. Et donc, à côté de ça, tout le reste, c'est pareil. Le paysage politique actuel, bien entendu, c'est surtout le vide qui le sert. S'il y avait une opposition bien identifiée en face, autrement que Marine Le Pen, il serait probablement en difficulté. Jean-Luc Mélenchon, non. La France Insoumise, non. Non, je ne crois pas. Grâce à vos yeux. Non. Moi, je pense que là, non. Il faut quelque chose de crédible. Les gens, les Français, ont écarté cette façon de faire de la politique. Vous trouvez Marine Le Pen et le Rassemblement national plus crédibles en termes d'opposants que Mélenchon et la LFI. Dans leur approche, comment dirais-je, populiste, dans l'approche marketing des choses. De la France Insoumise ? Non, je parle de Marine Le Pen. Elle surfe sur quelque chose, mais qui, à mon avis, c'est encore de la vieille politique déguisée en nouveauté. Moi, je ne crois plus à cette façon de faire de la politique. Je crois qu'il faut redonner du sens à l'action politique. Il faut être à l'écoute des gens, essayer de percevoir réellement il faut faire de l'empathie et essayer d'approcher... La bienveillance, disait Macron. C'est pas ce que ça s'appelle la bienveillance, parce que des fois, il y a des mesures qui ne font pas plaisir au premier niveau. Mais on sait qu'elles sont. C'est un peu comme le docteur, quand il vous donne un médicament qui est un petit peu amer, il vous persuade que ça va vous faire du bien au bout. Donc c'est très difficile à avaler. Bon, on peut mettre du sucre dessus quand même de temps en temps. Ça peut faire du bien. Donc il y a la façon de prescrire et d'accompagner ce qu'on a prescrit. Donc là, il y a eu peut-être des erreurs de fait. Mais dans le fond, la France et les Français ne sont pas dupes. Ils savent que le problème, il est vrai. J'ai entendu les Gilets jaunes, micro à la main, dire que le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de Macron, c'est le problème de la France, c'est des problèmes qui n'ont pas été traités depuis 40 ans. Ils ne sont pas dupes. Maintenant, donc vous trouvez le mouvement légitime dans ses revendications initiales, le mouvement des Gilets jaunes ? Absolument. D'accord. Mais déjà, l'élection de Macron, c'était une expression de ce mal. Ça va leur faire plaisir, ça. Non, mais oui, ça peut ne pas leur faire plaisir, parce que tous les gilets jaunes n'ont pas voté pour Fillon ou pour Mélenchon. C'est vrai. Voilà. Maintenant, ils attendaient peut-être pas qu'on supprime dès l'entrée l'ISF. Je pense que c'est une erreur. C'est un mauvais signal qui a été donné. Voilà. Donc il y a. Donc ça fait après l'affaire Benalla, l'ISF. Je ne mets pas ça sur le même registre. Permettez-moi de vous dire. Dans le tableau du pas bon du. Mais Benalla, c'est pas une erreur de Macron, c'est une erreur de Benalla. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Je sais pas. Deviner que Benalla allait faire cette imbécilité. En fait, non. Le fait que ça lui ait été rapporté tout de suite, qu'il n'attende pas la publication de l'article du Monde pour virer Benalla. Par exemple. Est-ce que c'était dans son rôle de virer Benalla avec tout ce qu'il avait à faire, ou c'est peut-être ceux qui étaient directement responsables de Benalla qui lui ont mal conseillé, qui lui ont pas alerté sur ceux qui étaient en train de... Parce que un président de la République qui s'occupe de Benalla, excuse-moi, mais pour moi c'est pas un bon président de la République. S'il a que ça à faire, ça veut dire qu'il s'occupe pas des affaires de la France. Sur les Gilets jaunes, vous disiez à l'instant que vous compreniez leurs revendications et que l'élection de Macron était peut-être le signe de... Ben du fait que les Français a fait le constat qu'on l'a emmené en bateau, beaucoup en bateau pendant 30 ou 40 ans. On a à chaque fois déguisé les réalités. Alors bon, vous savez, je me rappelle, je fais pas de la politique à proprement parler depuis si longtemps que ça, mais je m'intéresse à la politique depuis un certain temps, et je me rappelle, j'étais encore là-bas, j'ai lu un article un jour qui m'est resté à l'esprit. Ça venait de journalistes anglo-saxons de Grande-Bretagne, qui décrivaient le français comme une espèce de canari d'oiseau dans une cage dont les parois étaient en verre.
Et puis, boum, il partait à gauche, boum, il partait à droite, boum, il cherchait la sortie partout. Ouais. Alors, de temps en temps, il faisait confiance à la droite, et puis après, il s'apercevait que voilà. Donc, on a joué avec ça pendant très longtemps. On a refusé d'aller au fond des choses et d'attaquer les vrais problèmes, parce que c'était plus facile pour ménager sa prochaine élection. De droite comme de gauche. Hein. Ouais. Donc il y avait des gens qui ont fait carrière en politique, qui sont entrés en politique à 25 ans, qui en sont ressortis à 65. Donc ils faisaient carrière. Donc il fallait... Vous savez que ce que m'a dit un jour quelqu'un qui est très très proche de moi, oui. Qui est en politique depuis très longtemps, mon frère, qui est encarté au Parti Socialiste, ça ne fait pas moins de lui mon frère. J'espère, oui. Non, mais on s'entend très très bien. Un jour il m'a dit... de toute façon, à parler comme... Il est militant depuis 1981 au Parti Socialiste. Okay. Il m'a dit, de toute façon, je vais te dire une chose, c'était bien avant que je ne sois élu, tu ne seras jamais élu, parce que tu dis la vérité. J'ai dit, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer ça? Parce qu'il fréquentait les sphères politiciennes. Ouais. Et il me disait, mais non, il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu ne seras jamais élu si tu continues à parler comme ça. J'ai dit, ok, et qu'est-ce que je fais quand j'arrive au pouvoir, une fois que j'ai été élu, parce que je leur ai dit ce qu'ils avaient envie d'entendre. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, tu leur dis que tu peux pas faire parce que la conjoncture a changé, etc. C'est un peu la caricature de ce qui a été fait pendant 40 ans en France. La droite qui ne tenait pas sa parole, la gauche qui ne tenait pas sa parole, et au bout d'un certain temps, les Français qui se sont retrouvés au milieu, avec une France qui s'est appauvrie considérablement, à force d'essayer de partager les choses en termes de... je te donne des... Je sais par exemple que les allocations ou autres mesures sociales qui sont prises, vu le niveau auquel on est obligé de s'arrêter, qu'est-ce que vous voulez quelqu'un à Saint-Pierre fasse avec 400 ou 600, 500 euros quand il ne travaille pas? Vous pensez que les gens sont satisfaits? Ils sont en situation d'être dignes d'eux-mêmes? Ouais. Je sais que je distribue encore des bons alimentaires aujourd'hui. Okay. D'accord. Ouais, à 65 euros ou à 70 euros. Vous pensez que c'est une... Justement, Christian Raffa, on va se diriger vers les rives de la ville qui vous est chère. Il y a une petite élection en 2020, est-ce que vous avez envie de rempiler? Vous qui avez été élu en 2015, je le rappelle. Clairement oui. Okay. Clairement oui, parce que au total, je n'aurais exercé ce mandat que 5 ans, au lieu de 6 déjà, ce qui crée quand même une situation très particulière. Et puis il y a une telle envie de faire, il y a encore tant de choses à faire, que moi je me vois mal, ça voudrait dire que je suis venu faire un coup, que j'ai eu un titre de maire, que je vais peut-être afficher ça quelque part dans ma chambre ou dans mon salon, et puis je rentre chez moi, m'en fais un coup. Donc non, je n'ai pas cette approche de la politique. Donc si les Pierrotains reconnaissent que j'ai travaillé avec mon équipe, parce que c'est un travail d'équipe, que j'ai peut-être encore des choses à faire, s'ils me font confiance, autrement dit, oui, je suis... Avant de céder la parole à Eddy, est-ce que vous avez envie de faire plus de 2 coups, par contre, si vous êtes réélu l'année prochaine? Non. 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 C'est clair. Non. Je pense que je me contenterai, parce que c'est fatigant, c'est énergivore, et puis je pense qu'au bout de 12 ans, je n'aurai pas peut-être encore l'envie que j'ai actuellement, je n'ai peut-être pas la créativité. Je pense qu'entre-temps, il faudra passer la main dans de bonnes conditions, essayer de faire en sorte que... Ce qui me décevrait, c'est que peut-être au bout de passer ou de perdre de façon... à ce que ma vie... Je ne voudrais plus que ma ville recule, parce que c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Saint-Pierre a été victime de manque de chance. Ça s'appelle perte de chance en médecine. C'est-à-dire que quand il y a une possibilité de soigner et de sauver quelqu'un et qu'on passe à côté, ça s'appelle une perte de chance. Ça s'appelle pas non-assistance à personne en danger aussi? Ça peut être aussi ça. Okay. Ça peut être aussi ça. C'est la forme la plus grave de la perte de chance. Mais la perte de chance, c'est quand on n'a pas fait le nécessaire au moment où il fallait. Je me rappelle, il y a eu plusieurs opérations quand même. Eddy, j'ai l'impression que cette perte de chance, vous l'attribuez à deux coupables, appelons ça comme ça, parce que pour vous c'est clair, vous dites les 4300 Pierrotais n'ont pas à faire les frais d'une mauvaise gestion. Donc là vous dénoncez très clairement l'ancienne mandature de Raphaël Martin, au moins depuis 2011, et surtout
et c'est là qu'on comprend que vous ayez beaucoup d'ennemis, comme vous vous plaisez à le dire, puisque vous dites la vérité. Là, vous savez que j'ai beaucoup d'ennemis. Non, mais c'est vous qui l'avez dit, ou votre frère. Et du boulot non effectué par les instances de contrôle de l'époque. Donc là, vous visez directement le préfet les préfets et la Chambre régionale des comptes, puisque c'est bien la Chambre régionale des comptes qui a établi le déficit global de votre ville, donc il n'y a pas très longtemps, à un peu moins de 2,5 millions d'euros. Est-ce que c'est pas facile de dire, bon écoutez, c'est pas moi les mecs, c'est avant Alors, les pertes de chance dont je parlais sont beaucoup plus larges que ça. Je pensais notamment, par exemple, à la SEM Nord-Caraïbe, qui était une opportunité pour Saint-Pierre et pour le Nord-Caraïbe de progresser. Je pensais au Grand Saint-Pierre. C'était de vraies chances. Voilà. Maintenant, il y a des... Ça a été 2 échecs. Deux échecs, c'est bien ce que je dis, alors que c'était 2 opportunités. L'un dirigé, présidé par Claude Lys, à l'époque, à SEM Nord-Caraïbe, Oui. puis l'autre voulu par Serge Letchimy. Voulu. Oui, voulu. Bon. Oui. Non? Non, je veux dire que c'est pas Serge Letchimy seulement. Oui, mais je en crois fait, c'est lui qui a eu l'initiative. Oui. Mais, comment dire? Alors, Ça n'est jamais la faute d'une seule personne. Cette histoire de 2,5 millions d'euros, c'est Je termine pour qu'on ne laisse pas dire des choses que j'ai pas... nos téléspectateurs comprennent bien. C'est colossal par rapport à la taille de votre budget. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre budget? En gros, 6 millions d'euros. Je vais faire une moyenne de budget de fonctionnement. Ouais, ça fait... Le budget d'investissement. Au total... qui est égal à 30% de montant du budget total. Oui. C'est chaud, hein? Enfin, même plus que ça. Je vous invite On est presque à 40%. Je vous invite au prochain conseil qui va valider le compte administratif 2018 et le budget. Vous avez trouvé une solution? La solution, je la cherche et j'y travaille depuis 2015. Non, surtout que... Attendez, je vais quand même vous embêter un tout petit peu encore. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vous dites, de toute façon, c'est pas très compliqué. 1, c'est pas de ma faute. 2, je demande à l'État une aide exceptionnelle, une espèce de plan Marshall pour nous sortir de cette situation catastrophique. Alors encore une fois, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. J'ai trouvé une ville qui était déjà en réseau d'alerte. D'ailleurs, vous avez écrit à plusieurs reprises quand vous étiez dans l'opposition. Absolument. Vous avez alerté. J'ai même, parce que je suis persévérant et je suis un petit peu embêtant, je suis allé même un après-midi en trésorerie au Trésor public, après avoir été passé par le ministre de l'époque, Michel Alliot-Marie, que j'ai interpellé parce que je n'avais pas le droit d'accès à documents auxquels un simple citoyen peut avoir accès. Et encore plus un conseiller municipal. Ouais. Donc j'ai pu avoir accès à ces documents et j'ai comptabilisé, je crois que c'était en 2010, 500 000 euros plus de 500 000 euros de factures de 2009 qui avaient fait de la cavalerie sur 2010. C'est-à-dire que si on avait comptabilisé véritablement ces 500 000 euros dans les comptes de 2009, on aurait été directement déjà sous la Chambre régionale des comptes. Alors, qui a fauté, qui n'a pas fait son travail? Je n'accuse pas les préfets. C'est pas le préfet. Quand vous dites texto, le boulot non effectué, j'aime bien comment dirais-je, ce vocabulaire très proche de la population, le boulot non effectué par les instances de contrôle de l'époque. C'est pas forcément le préfet. C'est qui? Il y a des gens qui sont en charge du contrôle budgétaire. C'est qui? Ceux qui y travaillent, ceux qui reçoivent les documents. Vous savez que le préfet pose. Oui, mais vous pensez qu'il vérifie lui-même les comptes? Oui, mais bon, il en est responsable. Non, mais parce que je ne vais pas accuser là. Vous n'avez pas envie d'avoir de soucis avec le corps préfectoral? Non, c'est quelqu'un de la Chambre régionale des comptes qui me l'a dit, très clairement. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui ne voulait pas avoir de problème avec les maires, oui, et qui à chaque fois leur disait, parce que c'est pas la Chambre régionale des comptes non plus, qui s'auto-saisit, on me l'a expliqué. Oui, on a bien compris que c'est pas eux, puisque c'est eux qui voilà, mettent, donc à partir du moment où on leur dit de faire leur travail, ils le font. Et cette personne était où, monsieur Rappard? Non, dans un ministère? Là où normalement on devait faire le contrôle et déclencher et alerter le préfet sur ce qu'il devait faire. Bon, et elle se reconnaîtra? En plus, elle n'est plus en Martinique. Oui, non, mais bon, elle se reconnaîtra. Voilà, mais elle ne voulait pas, c'est ce qui m'a été dit par quelqu'un de très bien placé à la Chambre régionale des comptes. Là, parce que quand je les ai accusés, naïvement, en disant, mais où vous étiez pendant 14 ans? Parce que j'ai écrit, j'ai montré les lettres. Vous vous rendez compte de la gravité de l'accusation que vous portez, là?
En plus, qui vous est confirmé par des hommes de pouvoir. Écoutez, moi j'ai été très franc, parce que je ne voulais pas non plus me faire avoir dans cette affaire-là. Ouais. Quand la Chambre des comptes a voulu se cibler uniquement les comptes de 2017, je leur ai dit que nenni. Ouais. Regardez ce qui s'est passé avant. Ouais. Regardez l'audit que nous avons fait en 2015, Ouais. qui démontrait que nous avions quelque chose qui frôlait les 3 millions de déficit. La Chambre dit que cette situation trouve son origine du temps de l'ancienne mandature de Raphaël Martin. Et qu'à minima, depuis 2011, les budgets étaient faux. Oui, 2011. 2011. Ouais. La chambre, on ne pouvait pas ignorer la situation financière de Saint-Pierre dans la mesure où, depuis 2012, la préfecture avait un regard particulier sur les comptes de la ville, puisque la ville était en réseau d'alerte. Donc suivi parce que déjà en difficulté financière. Donc peut-être qu'on n'a pas voulu voir jusqu'au bout les factures qui dormaient dans les tiroirs. Je vous donne un scoop, parce que je les ai fait comptabiliser. Quand on est arrivé en 2015, il y avait près de 800 000 euros de factures qui n'avaient pas été mandatées depuis 2011 à 2014. Donc en clair, les entreprises martiniquaises qui n'avaient pas été payées. Exactement. C'est ça. Exactement. Pas que des entreprises, il y avait des institutions aussi. Des associations. Mais voilà, et des institutions. Donc il y avait 760 et quelques mille euros de factures qui ont directement été injectées dans ma comptabilité de 2015. Donc je suis parti avec une comptabilité plombée de près de 6 mois de fonctionnement. D'accord ? Et depuis 2015, nous travaillons à absorber ce déficit. Je vais vous dire quelque chose et je vais le dire à la Chambre générale des comptes, parce que là, c'est là que j'ai eu un retour de celui qui était en charge de travailler sur les comptes. Quand je lui ai envoyé la lettre où je lui décrivais la situation dans le détail, avec les détails que j'avais, par exemple, qu'il y avait, il y avait 2 contentieux, l'un de 560 et quelques mille euros avec la CGSS, des charges sociales non payées depuis 2009. C'était pas tout à fait une dette de la mairie, mais quelque chose qui n'avait pas été réglé. Et avec l'empilement des pénalités, on en était à 560 000 euros. L'affaire, rassurez-nous, il n'y avait pas de charges sociales salariales quand même. C'était des charges sociales salariales. C'est du pénal. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous ne payez pas vos charges salariales, vous pouvez aller en tôle en fait. Peut-être pas. Au niveau de quand on est maire, non, on est condamné à payer. Voilà. Les chefs d'entreprise, oui, il n'y avait pas les maires. Ce qui se passe, c'est que 3 fois, la ville avait été appelée au tribunal de la sécurité sociale. 3 fois, ils ne sont pas allés. Et moi, ils ne se sont pas présentés. Non. Et chez moi, j'arrive en 2015, en avril 2015, 7 avril très précisément, et le 17 juin, je crois, je suis convoqué au tribunal, dans le foutoir, dans le fouillis de choses que j'ai à faire, je passe au travers. Et on ne vous n'y allez pas. Donc ça fait 4 fois, quoi. Et celui qui devait être en charge de me le signaler, de me le rappeler, est en congé maladie au moment où ça se passe. Et qui est-ce qui me dit ? C'est quelqu'un qui est un juré du tribunal qui le lendemain m'appelle et me dit « Christian, où est-ce que tu étais là ? Tu sais que le juge était fou enragé. » Parce qu'il peut vous envoyer les gendarmes, vous savez. Et ils étaient prêts à... Marie-Chaussée. Non, le coup près allait tomber, c'est-à-dire que les dettes allaient être reconnues et vous alliez être taxé de 560 000 euros. C'est moi qui leur ai dit, attention, il y a un nouveau maire qui est arrivé, un jeune maire qui est arrivé là, il n'est peut-être pas au courant. Et donc c'est comme ça que j'ai obtenu pour toi que tu seras reconvoqué. Et donc, entre-temps, on a résolu le problème. Ça nous a laissé quand même une facture de 150 000 euros. Mais c'est pas fini. Attendez. Allons faire une petite parenthèse, parce que c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une municipalité ne paye pas ses charges sociales, donc ne peut pas avoir d'attestation de régularité sociale, alors qu'elle exige des entreprises qui travaillent pour elle d'avoir ces attestations. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Choisissez vos mots. Ce sont les finesses et les méandres Parce que de l'administration publique. Avant que vous soyez maire, vous étiez en plein dans cette réalité économique de l'entreprise. Vous y êtes encore. J'y suis encore. Parce que vous avez une entreprise. Pour quelque temps. Des entreprises qui répondent à des marchés publics sont tenues d'avoir des attestations de régularité fiscale et sociale. Absolument. Et elles travaillent pour des organismes publics qui, eux-mêmes, ne sont en règle ni fiscalement ni socialement. Le sénateur Larcher avait fait une enquête sur les dettes des collectivités locales martiniquaises à la sécurité sociale.
À l'époque, c'était 94 millions d'euros d'impayés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un problème très complexe. Il faut, voilà un champ de travail pour le nouveau gouvernement. Faire en sorte que les choses soient assainies sur ce plan-là, parce qu'effectivement, c'est pas un très bon signal que l'on donne de façon générale. Et le gouvernement que vous soutenez répond aux Martiniquais qui disent on veut la même chose que les Guyanais et les Mahorais, enfin les gens de Mayotte. On veut une compensation entre ce que nous doivent les collectivités, parce que je rappelle que le montant total de la dette des collectivités locales envers les entreprises martiniquaises est de 380 millions d'euros. Donc, vous voyez, les Martiniquais, les entreprises martiniquaises disent, mais mettez dans la loi le fait que nous puissions, comme les Guyanais et les gens de Mayotte, bénéficier de la compensation entre ce que nous devons à la sécurité sociale et ce que les collectivités nous doivent. Et là, on leur dit, circulez, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui c'est le on qui dit ça ? Le gouvernement. Actuel ? Oui. Bon, Oui. C'est un combat à mener. Moi, je suis totalement favorable. Vous êtes prêt à partir sur ça ? Oui. Parce que les Guyanais l'ont... Alors, il y a des gens à qui nous avons posé la question, c'est pourquoi les Guyanais l'ont obtenu. Ils nous disent, les Guyanais, ils avaient une fusée bloquée, donc ils l'ont obtenu. Non, mais je crois que là, il y a un vrai combat. Et si on veut le mener de façon collective, puissante, transversale à tous les partis, on peut le gagner. Mais on ne peut pas monter individuellement. Mais vous, c'est un combat que vous pourriez prendre ? Oui. Oui, parce que je pense que là, on est sur l'essence de ma vision des choses. Si l'entreprise ne fonctionne pas, voilà une nouveauté dans la vision des Français. Vous avez bien perçu que les cris et les hurlements contre le patron misérable, etc., ça s'est beaucoup estompé. C'est-à-dire que maintenant, le Français, dans les sondages, ils montrent qu'ils attendent beaucoup de l'entreprise pour apporter des solutions aux problèmes de la France actuelle. Et ça, c'est un changement de mentalité. Avant, c'était la lutte des classes. On était au 19e siècle, et donc le patron, c'était forcément un salopard. Le jeune à qui on demandait de créer une entreprise, le lendemain de la création, devenait un piranha. Voilà, donc il était un suspect numéro 1. Ça a changé, ça. Et ça rentre dans ma philosophie. Il faut que maintenant, on reconnaisse que c'est le privé qui, en premier, crée la richesse. Quand je disais ça il y a 15 ans, mais on me hurlait dessus. On me disait, oui, le public crée de la richesse. Le public, d'une certaine façon, peut-être crée les conditions de la richesse. Mais ceux qui bossent et qui créent la richesse, vraiment, c'est la sphère du privé. Si on ne tient pas compte de ça et qu'on tue l'État, c'est la situation dans laquelle on se trouve. La richesse ne remonte plus au niveau de l'État et la machine se bloque. Voilà, schématiquement. Je ne suis pas un économiste, mais je comprends quand même les choses de façon schématique. Mais je termine sur mon petit exemple. Oui. L'un des gros éléments encore, je vous ai parlé d'un contentieux quand je suis arrivé, mais il y en avait un deuxième qui n'était pas connu, 580 000 euros. Rien qu'en additionnant les deux contentieux, ça faisait quelque chose de l'ordre de 1 100 000 euros, alors que la mairie de Saint-Pierre n'affichait officiellement dans ses comptes que 411 000 euros. Donc vous voyez les choses. Donc il y avait presque 4 fois de quoi être sous tutelle de la Chambre générale des comptes. Voilà la situation que j'ai trouvée. Ce deuxième contentieux portait sur quoi ? Celui de 590 C'était une affaire privée, tout simplement. Ah bon. Une dame qui se plaignait d'une espèce de baraque qui était sur une parcelle contiguë à la sienne, mais qui est une parcelle qui appartenait à la mairie. Il y avait une espèce de baraque à l'abandon où il y avait des rats, des nuisibles qui polluaient sa vie. Elle avait demandé à ce qu'on détruise cette baraque, qu'on appure des choses. Ça n'a pas été fait. Donc la mairie a été condamnée, a été mise en demeure, et quand je suis arrivé, il y avait une astreinte qui courait à raison de 200 euros par jour depuis pratiquement 3 ans. Quelque chose comme ça. Donc voilà, une affaire idiote, imbécile, et qui était cachée. Donc si on avait inscrit ces contentieux-là dans les comptes, on était 3 fois au-dessus de la barre de saisine de la Chambre générale des comptes. Donc tout ça, j'ai eu à gérer. Mais il y avait des remboursements de fonds européens pour des chantiers qui avaient été lancés trop tard, avant la fin du programme opérationnel 2007-2013. Il y avait tout le retard. En fait, vous étiez à la tête d'une ville en faillite. Ah oui, oui. Et là, je vous ai dit, on a beaucoup travaillé. On a commencé par, malheureusement, dû prendre hors injonction de la Chambre des comptes, des choses que, par exemple, l'augmentation des impôts. On a essayé de modérer au mieux, parce que bon, c'est pas un territoire très riche. Oui, j'ai vu que on a mis vous 2 n'aviez que ans. 500 foyers fiscaux
d'ailleurs un chiffre qui avait fortement baissé, et que avant votre arrivée, les impôts avaient déjà augmenté de manière significative. Oui. Et cette décision-là, c'était quand, en 2017 2015. 2015. En arrivant. Parce que quand on a eu l'audit qui a confirmé ce qu'on soupçonnait, il a fallu bien prendre des mesures. Et nous avons pris une mesure douloureuse pour les élus qui n'ont pas eu un euro d'indemnité pendant 2 ans et demi. Et jusqu'à maintenant, nous sommes à 50% du plafond auquel nous pourrions prétendre. Donc on a mouillé aussi notre chemise dans cette affaire-là. Et puis nous avons travaillé à la réduction des dépenses qui n'étaient pas forcément bien gérées avant mon arrivée. Voilà, donc petit à petit, la situation s'apure. Et ça, je vous invite par rapport à la présentation des comptes prochains. Par rapport aux 2,5 millions dont Eddy parlait de déficit, aujourd'hui justement, en avril 2019, on en est où? Les comptes vont être arrêtés la semaine. Moi, dans une dizaine de jours, je ne peux pas vous dire là, parce que nous sommes en attente du compte de gestion du Trésor public qui va nous certifier nos comptes. Et avant, ce serait donner des chiffres en l'air. Mais attendez, soyez patients dans quelques jours. La tendance est à l'amélioration. D'où vient on reste sur la ville de Saint-Pierre, d'où vient ce regain d'intérêt porté à la ville, ce regain d'attractivité? Alors il y a la rénovation, et vous allez en parler, du musée de la ville, du musée Franck Perret de Saint-Pierre. Il y a eu, il y a quelques semaines, 2 jours, des ateliers de Saint-Pierre consacrés encore une fois à l'attractivité de la ville et qui ont décliné pas mal de projets, en tout cas un label très ambitieux d'en faire, vous allez me le dire, d'en faire c'est quoi la dénomination précise, la capitale du tourisme ou Oui, disons que la question était, est-ce que Saint-Pierre est l'atout touristique majeur de la Martinique? Voilà. Et là, je crois que de poser la question, c'était déjà y répondre un petit peu. Et donc, il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. Il y a un livre vert de propositions qui va synthétiser ces ateliers. Mais je crois que l'intérêt qu'il y a autour de la ville de Saint-Pierre vient de l'affirmation répétée de mon équipe et de moi-même que cette espèce de trésor ou cette espèce de joyau dans sa gangue qu'est Saint-Pierre devrait pouvoir servir à la Martinique pour l'identifier sur le plan touristique à travers le monde. Et là, on a trop négligé ça. Et là, je pense qu'à force de cette, par exemple, visite des entrepreneurs de Contact Entreprise a été déterminante. Ils sont venus à force de m'entendre. Mais il faut saluer aussi l'initiative de Yann Monplaisir, qui depuis quelque temps a voulu réunir des privés, du public, des acteurs du patrimoine autour de cette réflexion. Comment mettre à profit la valorisation du patrimoine au service du développement économique de la Martinique. Et donc, dans cette dynamique-là, les entrepreneurs sont venus à Saint-Pierre et je leur ai montré des choses qu'ils ont découvertes. Ils n'étaient jamais allés sur la maison coloniale de santé, les ruines de la maison du bureau du génie, qui sont dans un quartier qui s'appelle le quartier Le Vassor, de l'autre côté de la Roxelane, très difficile d'accès, mais quand ils sont arrivés là, ils se sont dit, mais c'est pas possible, quoi. On a à côté de la rue Montauciel, qui est beaucoup plus connue, mais tout ça, c'est à l'abandon, c'est dans un quartier qui doit faire l'objet d'une hiérarchie depuis 1999. Encore une chance perdue, parce que la hiérarchie, je suis arrivé à la fin. Résorption de l'habitat insalubre. Voilà, donc ce quartier qui est un quartier, le premier quartier de la Martinique colonisée, c'est-à-dire que au bout de la Roxelane, des Nambucks débarquent en septembre 1735 et à partir de là naît ce quartier de Vassor qui est le cœur patrimonial et historique de la Martinique. D'accord, avec l'église du Fort à côté. Donc un potentiel d'attractivité culturelle, touristique. Voilà. Et on n'en a jamais... On s'en est jamais préoccupé pour en faire ce que, par exemple, Antigua, la ville que j'ai jumelée, avec laquelle nous avons signé un jumelage en novembre dernier, Antigua, Guatemala, c'est la ville d'Antigua, du Guatemala. Un destin quasi parallèle à celui de Saint-Pierre, rasé par 3 séismes successifs, le dernier en 1773, et reconstruit sur le modèle architectural de l'époque.
Actuellement, cette ville, depuis 1979, est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ça doit être le 2e ou 3e site du continent américain classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui est maintenant le sujet, le pôle d'attractivité du tourisme guatémaltèque, avec les sites Maya, pardon. Qui va au Guatemala sans avoir vu Antigua? Pas possible. Donc c'est vraiment un aspirateur pour le tourisme. C'est un modèle d'inspiration, quoi. Pour nous, ça devrait être un modèle, parce que Saint-Pierre est plus célèbre qu'Antigua. Oui, c'est clair. Ouais, a priori. Mais comment vous... Qu'est-ce qui a séduit Bernard Ayotte et le groupe qu'il préside dans ce musée Franck Perret? Vous allez nous rappeler d'ailleurs succinctement qui était Franck Perret, dans ce musée Franck Perret de Saint-Pierre. Question en corollaire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre conseil municipal? Pourquoi il y en a un qui a pété un plomb et qui a attaqué la rénovation du musée? Il y en a même 2. Il y en a 2. Alors, dans l'ordre. Allons-y. Dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui a pu intéresser Bernard Ayotte? Qu'est-ce qu'il a séduit dans cette rénovation, quoi? Parce qu'il semble bien que la rénovation, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, c'est pour une livraison là, dans quelques jours. Oui. Hautement symbolique. Oui. Le 8 mai, a priori, le musée devrait être réouvert pour des sessions de portes ouvertes. Ouais. Et le 8 mai, le 22 mai, mais aussi tous les week-ends du mois de mai, il y aura portes ouvertes. Vous êtes dans le temps, là, le chantier... Il a fait ça en 4 mois, 4 mois, alors que ça fait 20 ans qu'il faut le réaménager, ce musée. 30 ans. 30 ans, excusez-moi, excusez-moi du peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on en a discuté, pour ne rien vous cacher, avec quelqu'un, je citais tout à l'heure, il faut le dire, Catherine Concon, qui portait le dossier de la rénovation du musée à l'ancienne région dans le cadre du Grand Saint-Pierre. Et il se trouve que ce musée devait être rénové, donc on avait démarré le dossier. Et puis bon, la CTM est arrivée, il y a eu d'autres priorités. Il y a eu un président surtout. Non, je ne veux pas, moi, cibler les personnes. Je dis oui, en fait, vous n'avez plus du tout intérêt à attaquer Alfred Marie-Jeanne comme vous le faisiez à l'époque. Vous vous rappelez? Vous étiez extrêmement sévère. Non, vous plaisantez. Oui, j'ai fait une interview de vous. Ah bon, et je disais où quoi? vous étiez extrêmement sévère vis-à-vis de la CTM de manière générale. Ah bon? Oui. On va essayer encore une fois, je suis étonné parce que, en ce qui me concerne, vous disiez aucun de mes dossiers. Vous vous rappelez de ça? Ah non, mais ça c'est aucun de mes dossiers culturels. CTM, et puis vous aviez pris, vous dites, moi je cible pas. Mais Madame Léotin, vous vous rappelez de cette interview en binôme? J'étais là, oui. Non, Madame Léotin se défendait contre des attaques qui n'étaient pas destinées. Moi, j'essaie d'éviter les personnes. Donc on a bien compris que ça s'est amélioré, semble-t-il. Non, attendez. Bon, allons-y. Alors, c'était un projet porté dans le cadre du Grand Saint-Pierre. Et il se trouve que, il a été relégué à un projet en état non prioritaire. Moi, j'ai jamais dit qu'on ne le faisait plus. Mais il se trouve que le musée se dégradait à la vitesse accélérée. J'avais mes opposants qui, d'ailleurs, s'en servaient comme outil contre moi. J'étais là depuis à peine 1 an et demi. Il fallait que j'ai déjà fait le musée. D'accord? Ça, c'est le jeu de l'opposition classique. J'avais du personnel qui était en souffrance. C'est un musée municipal. Musée de France. C'est un musée municipal, mais labellisé musée de France. Donc avec des exigences à respecter. Sur 4 climatiseurs, il y en avait 3 qui ne fonctionnaient pas. La porte qui menaçait de tomber, l'électricité, il y avait 2 vitrines sur 4 ou 5 qui étaient illuminées. Donc j'avais droit dans les avis à c'est une honte, parce qu'avec 4 ou 5 points d'exclamation, parce que les gens connaissaient... Il y a même un ex-journaliste qui a fait... Qui a démontré qu'on pouvait voler. C'était avant moi. Oui, c'était avant moi. Quand je dis vous, c'est... Guy Flandrinin qui avait démontré que les objets n'étaient pas sécurisés. Et qui pouvaient partir avec. Voilà, donc ça c'était avant qu'on arrive. En arrivant, on a mis des petits cadenas sur les vitrines, on a fait le minimum, quoi. Bon, mais c'était quoi? De personnel qui me menaçait constamment de débrayage. Parce que, pendant les vacances, pendant la période de carême, le personnel m'informait. Il ne me demandait pas la permission, il m'informait qu'il fermait à 13h. Parce que l'après-midi, c'était impossible. Il me disait, monsieur le maire, on ne peut pas accueillir décemment des gens dans ces conditions-là. Et je leur disais, ok, je suis obligé de constater. Voilà le musée que j'avais. Donc, moi, je croise Bernard Ayotte, qui est un homme du patrimoine, vous le savez, qui, et
Il se trouve au cours d'une discussion comme ça, naît l'idée d'une délégation de service public. Et donc, on lance une procédure totalement conforme à la législation et tout ça. On appelle, il ne s'agissait pas de dire on va donner le musée de Bernard Arnault. C'est un appel à manifestation d'intérêt, c'est ça? Non, c'est un appel à la délégation de service public qui suit une règle mais extrêmement sévère. Voilà, c'est un marché public que l'on lance en respectant des délais qui sont très long par rapport à un marché normal, et au bout de ce délai, il n'y a qu'une seule fondation qui se présente, c'est celle de la fondation Ayotte qui nous propose de créer une fondation spéciale pour gérer cette DSP, Cultura BAM, mais qui est une émanation de la fondation Clément. Et donc, voilà, on démarre comme ça, et je sens que Bernard Ayotte, c'est pour lui une affaire extrêmement importante. Je pense qu'il a conscience qu'il fait là quelque chose de très important pour la Martinique. Parce que encore une fois, et je le répéterai à l'envi, ça n'est pas une affaire lucrative. C'est une fondation, c'est une opération à but non lucratif, à tel point que les 1 500 000 euros, l'équivalent de ce qui devait être investi par la région puis par la CTM, les 1 500 000 euros qui sont qui vont permettre de rénover ce musée, le mettre à hauteur de ce que ça représente pour nous. S'il ne les a pas amortis au bout de 7 ans de délégation, il me rend mon musée. Il rend à la ville son musée, qu'il soit en déficit ou pas. La DSP court sur 7 ans. Sur 7 ans. Okay. Au bout de 7 ans, il rend le musée à la ville. De toute façon, vous avez intérêt à ce qu'il ne vous rende pas le musée. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire des charges. Il sera rentable peut-être. Vous allez renouveler la DSP. Le musée, il faisait plus de 100 000 entrées dans les milliers des années 90. On s'en est jamais occupé, et pendant les années 2000, il s'est dégradé, au point que la Fondation récupère un musée qui fait un peu moins de 20 000 visites an. Ce qui est extraordinaire pour un musée dans l'état où il est. C'est-à-dire que le musée, à lui-même, il a une attractivité intrinsèque très importante. Donc, l'idée, c'est que la rénovation fasse remonter le musée à plus de 100 000 visites an, et qu'il soit équilibré. Là, il est clair que on perdait de l'argent. Les frais d'entretien courant plus les 3 salaires qu'il y avait dessus dépassaient largement les recettes du musée. Donc c'est un musée qui fonctionnait à perte. L'investissement porté par le groupe Bernard Ayotte est de 1,5 million d'euros. C'est la fondation. Oui, la fondation émanation du... C'est une fondation du Donc groupe. qui bénéficie d'avantages fiscaux pour financer. Exactement. Et qui est accompagné dans ce sens. Et encore une fois, il y aura, la mairie sera aussi pilote, puisque tout ce qui se fera dans le musée, même la décision des tarifs et tout, nécessitera un accord. Les horaires d'ouverture, tout, doivent être validés par la mairie. C'est une délégation de service public, c'est pas un transfert de propriété. Oui. Alors, mais est-ce que c'est pas un camouflet assez fantastique pour les collectivités martiniquaises d'en être réduite à utiliser la puissance financière des fondations, donc du privé, pour faire en sorte que des investissements publics soient réalisés? Alors, c'est catastrophique en termes d'image, ça. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est français. Parce que c'est au niveau de la France que le problème existe. Le loto du patrimoine, il naît de quoi ? Du constat que la France l'État français ne peut pas assumer l'entretien et la valorisation de son patrimoine. Un de vos anciens potes, entre guillemets, puisque vous le souteniez à l'époque, François Fillon, dit à un moment... Moi ? Oui, mais oui, vous étiez à l'UMP. Oui, à cette époque-là, il était Premier ministre. Je ne l'ai pas soutenu en tant que candidat à la présidence de la République. Non, je ne parlais pas de candidat. Là, je fais une citation. Lorsqu'il était Premier ministre, et vous le souteniez à l'époque, quand il dit dans les Alpes, écoutez, messieurs le journaliste, moi, je suis à la tête d'un pays en faillite. Ouais. Il avait raison. Et d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui lui a dit « Bon, tais-toi, on ne parle pas comme ça aux Français. » Encore une fois, une fuite devant la réalité. Lui, il était à la tête de la machine, il dit ça, et on lui dit, il se fait taper sur les doigts en disant « Non, il ne faut pas dire ça, ça va décourager les Français. » Mais vous qui n'avez pas l'habitude de la langue de bois, parce que on l'a vu, hein, j'ai fait des citations qui sont extrêmement intéressantes, et puis vous nous avez parlé de l'avenir. C'est quoi votre regard? Quel regard portez-vous sur la situation financière des collectivités publiques martiniquaises? Est-ce que vous seriez du même avis? C'est-à-dire que François Fillon vis-à-vis de la France? Est-ce que vous porteriez le même jugement? Est-ce que les collectivités publiques de la Martinique sont globalement en faillite?
Je ne suis pas un expert financier pour affirmer de façon péremptoire ces choses-là. On a vu que vous aviez Monsieur des Bronchy, amis- c'est ce qu'il dit. on a vu que vous aviez des amis à la Chambre régionale des comptes, Oui. et eux le disent. Oui. Ils l'écrivent d'ailleurs. Bon. À partir de ce constat, après, il faut agir. Mais Non, mais attendez, j'aurais pu- votre constat, c'est quoi? Vous dites, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait sur que le fait qu'il y c'est a de catastrophique? très grosses difficultés financières pour toutes les collectivités. Cap-Nord est dans une situation difficile, les villes sont dans des situations difficiles, en particulier Saint-Pierre. Donc, moi, si je prends le petit exemple de Saint-Pierre, là où j'ai les chiffres, j'ai les manettes en main, je dis, oui, on fait le constat, et après, on agit. Et c'est ce que j'essaye de faire. Pour que faire. les Pierrotains prennent peut-être mieux conscience, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le délai qu'il vous faudrait pour que la situation redevienne positive? Est-ce que vous pouvez exprimer ça en années? Moi, je pense qu'il me faut encore 2 ans, 3 ans maximum. Pour équilibrer. Maximum. Oui. Ouais. Oui. Oui. Et parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut pas voir les choses comme étant un budget. J'ai 6 millions de budget en gros. Voilà. Qu'est-ce qui a décidé que 6 millions de budget, c'était ce qu'il fallait à la ville de Saint-Pierre? Mais c'est une ânerie. Il faut beaucoup plus pour la Combien? ville. Ah, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que ça ne suffit pas et c'est bien en douce. Et là, par exemple, nous allons commencer à aller chercher comment percevoir de l'argent sur des sites historiques qui, depuis non, ne rapportent rien à la ville, alors que j'entretiens des sites historiques. Ouais. J'entretiens des sites historiques, ça rapporte rien à la ville. Donc ça, je Ils dépense. appartiennent à qui? Ils appartiennent à la ville. Ouais. Ils sont voilà. Et donc, je suis en train de négocier quelque chose avec le PNRM, le PNMN, pour faire payer les entrées, gérer cela, faire en sorte que les tour opérateurs qui déversent des centaines de touristes dans le site de Saint-Pierre sans aucun retour pour la ville, eh bien, on puisse conventionner avec eux. Et je crois qu'ils sont prêts à ça. Il faut juste mettre. Vous savez, le devis pour fermer les sites a été demandé à un ferronnier de l'époque, Claude Pruffert, qui était adjoint au maire à un moment donné, depuis 1975. Et ça n'a jamais été fait. Eh bien, nous, on va le faire. Et donc, je veux dire par là qu'il y a aussi les subventions à aller chercher, les dossiers à monter. Il faut aussi secouer. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une demande d'enveloppe de subventions au niveau national. Non, la France, dans son fonctionnement, l'État ne finance pas, ne subventionne pas le fonctionnement des villes. Oui, ça, c'est pas possible. Mais par contre, d'autres accompagnements sont possibles. Une attention, voilà. Donc, il faut de l'énergie, il faut vouloir. Il ne faut pas simplement faire de la cuisine avec ce qui existe. Ça n'a jamais été écrit dans la Bible que je peux gérer la ville de Saint-Pierre avec 6 millions. C'est pas possible. Donc, quand il y a 65% de la masse salariale qui mange ces 6 millions-là, qu'est-ce que je fais avec le reste? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on dépense de l'énergie à aller chercher le reste. S'il le faut, aller chercher des partenariats public-privé, toutes les solutions pour résoudre le problème de cette ville. Très bien. Christian Raffa, on aborde dans cette émission la traditionnelle respiration culturelle. Avec toutes vos activités municipales, la tête dans le guidon, vous avez le temps de lire? Pas beaucoup en ce moment. Vous lisez un bouquin particulier en ce moment ou vous avez une lecture à nous recommander? Non. Vous avez le droit de dire non, on ne vous en voudra pas. Le dernier livre que j'ai reçu... Le code fiscal. Non, il est beaucoup plus... qui m'a extrêmement touché et ému. C'est Michel Onfray qui me l'a offert. Ah oui, on n'en a pas parlé. Vous avez une star qui sont dans la commune. Il m'en a offert plusieurs. Il vit à Saint-Pierre? Il a une propriété à Saint-Pierre, il navigue entre l'Hexagone et Saint-Pierre. Michel Onfray, pour nos spectateurs qui l'ignorent, qui est sans doute l'intellectuel français vivant. Le plus décrié. Ouais, vous voyez comment il est, l'image. L'un des les plus célèbres de France et les plus productifs, qui est un philosophe essayiste, etc. Il m'a offert un livre qui s'intitule, il m'en a offert plusieurs, mais celui que j'ai lu dernièrement s'intitule Le deuil de la mélancolie. Et c'est extrêmement émouvant parce que il raconte du décès de son épouse, je crois. Ouais. Entre autres, mais aussi l'accident vasculaire cérébral qu'il a fait en descendant d'un train à la gare Saint-Lazare et qu'on a mis 8 jours à diagnostiquer. Donc il a eu une chance extraordinaire. Et dans ce même livre, il raconte l'histoire du décès, enfin du parcours difficile de sa femme en fin de vie. Et c'est très profond et extrêmement émouvant. Et j'ai perçu
quel homme il était à travers tout ça. Alors effectivement, on peut regarder là encore la surface des choses, mais c'était quelqu'un d'extrêmement profond et qui s'est spontanément proposé pour m'aider parce qu'il est venu se marier à Saint-Pierre. Il n'y a pas longtemps, l'année il m'a dernière, expliqué, je crois. oui, en décembre, le 31 décembre, très exactement. Comme quoi. Parce que le 1er janvier, c'était son anniversaire. Ok. Et donc, il a choisi Saint-Pierre. Il m'a expliqué qu'il est tombé amoureux de Saint-Pierre en descendant sur la plage. Bon, je pense que quelque part... dans la phase de vie où il est, il recherche de l'authenticité, c'est le mot qui revient le plus quand on parle de Saint-Pierre. Et donc, quand il m'a entendu, ce petit discours que j'ai fait pour son mariage, il était bien accompagné, hein, entre autres. Un de ses témoins, c'était François-Olivier Gisguibert. Carrément, ouais. Ils m'ont entendu discourir et après, il me dit, mais vous savez, on a décidé de vous aider. J'ai dit, mais attendez, il me dit, oui, on vous a écouté et on a, voilà. François-Olivier Gisbert m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Et donc, je ne sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Parce que. Oui, il le sait. C'est pas le plus grand fan de Macron. Il l'a dit, il déteste Macron. Mais c'est un philosophe, donc quelqu'un de large d'esprit. Ah, et c'est ça que. C'est ça qu'il nous faut. Capable de retomber sur vos pieds. Non, mais c'est ça qu'il nous faut apprendre à faire. Ouais. C'est pour ça que je ne veux pas dire que l'on dise que je suis contre Alfred Marie-Jeanne à titre personnel. Ah non, personne donc, n'a dit ça ici. Non, mais ça pourrait être entendu quand on dit oui, j'étais extrêmement sévère avec lui. Non, avec la politique peut-être, avec le fait que mes dossiers n'avançaient pas, oui, mais je n'ai rien avec l'individu. Je ne vais jamais l'attaquer, sauf s'il m'attaque lui. Mais voilà, donc c'est le dernier livre que j'ai lu et je regrette de ne pas avoir plus de temps, mais là, dans quelques mois, je serai à la retraite professionnellement. J'espère avoir un peu plus de temps pour moi et pour approfondir un peu. On va vous recommander quelques bouquins. Et peut-être à m'intéresser de façon plus profonde à la politique nationale et locale. Et on a compris le message, ne vous inquiétez pas, on a compris le message. Alors, avant de céder la parole à Eddy, comme de tradition, un petit mot sur la une du dernier Antilla, qui est consacrée entre autres à la très récente, au très récent baptême du navire de la CMA-CGM, le Fort de France, dénommé le Fort de France, et notamment sur la présence du PDG de ce géant des mers, qui est monsieur Rodolphe Saadé, fils de Jacques Saadé. Donc voilà, notamment un article sur ça. Concernant mon choix pour cette semaine, alors c'est un Martiniquais que peut-être pas assez de Martiniquais connaissent, eu égard à son parcours, mais exceptionnel, de très 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 grand nageur martiniquais. Toujours en activité. Je crois qu'il a raflé... alors, je ne vais pas me lancer dans la quantification, mais il a raflé récemment quelques énièmes médailles à son palmarès. Je parle bien sûr du Martiniquais Jacques Sicot. Et c'est un ouvrage qui est sorti l'année dernière, qui est écrit par Sonia Jean-Baptiste Edouard. C'est un ouvrage à caractère biographique. Jacques Sicot, un champion pas comme les autres. Et vraiment, si vous voulez découvrir un parcours hors du commun, et voilà, quelqu'un de... C'est un bel hommage rendu à quelqu'un aussi qui est, pour ceux qui connaissent un peu Chelchia, qui est extrêmement accessible et toujours prêt à transmettre sa passion pour la natation. Et voilà, et au fil des décennies, il a transmis cette passion à beaucoup de Martiniquais. Bien, merci Mike, merci de me passer la parole. Bon, je suis condamné à faire la chronique des thrillers et des policiers. Je suis désolé. Alors, je vous présente ce qui est probablement un des meilleurs bouquins jamais écrits sur l'assassinat de Kennedy. C'est Lou Bernay et ça s'appelle November Road. Et en fait, c'est l'histoire du dernier témoin de l'assassinat qui est poursuivi par un tueur mandaté par la mafia, et c'est extraordinaire. Je n'en dis pas plus. Achetez ça. Alors, pour nous, spécialistes de l'information, James Gleick sur l'information, l'histoire, la théorie, le déluge. C'est carrément une somme sur l'histoire de l'information, et on comprend mieux à la fois la structuration de ce truc un peu spécial qu'est l'info, et surtout les manipulations possibles. Et le dernier avatar du concept même d'information, c'est le déluge d'informations à travers notamment les réseaux sociaux. Et puis, un petit bouquin qu'il faut absolument avoir, c'est ces Martiniquais et Guadeloupéens qui ont creusé le canal de Panama. André Exbraya, qui a une collection fantastique, c'est la collection d'André Stella.
Et ça, c'est un peu pour vous, parce qu'il y a quand même de nombreux Pierrotins qui font partie de cette aventure du creusement du canal de Panama, avec des cartes postales. Il faut absolument avoir ça dans sa bibliothèque. Merci beaucoup. Merci Eddy. Christian Raffa, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à notre invitation. Je peux vous inviter peut-être à découvrir un livre peut-être qui devrait être édité au septembre. Okay. C'est un livre de poèmes que Michel Onfray a écrit à Saint-Pierre, parce que depuis qu'il est arrivé, il ne fait que ça. Et je voulais juste vous lire l'un des poèmes, parce qu'il me les a donnés en primeur. Mais rapidement, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas long, c'est de la poésie. Hein. Donc cette petite poésie s'appelle « La matière noire » et qui dit « Le sable noir est noir, des cendres du volcan, de la nuit en plein jour qui mit longtemps à se dissiper, des nuits obscures qui se déposèrent lentement, des arbres des morts qui errent encore, des boulures brunes d'anciens arbres verts. » Ça, c'est un peu plus long. Et il a un autre qui est beaucoup plus court, qui s'appelle « Un sol génésique ». Au pied du volcan et de ses infimes vibrations fines se trouve mon pays natal dans lequel je ne suis pas né. Au bord de la mer et de ses blancs embruns noirs se trouve mon pays natal dans lequel je ne suis pas né. Au-dessus du manguier et de son ombre trouée de lumière se trouve mon pays natal dans lequel je ne suis pas né. Et auprès du colibri et de son vert vol immobile se trouve mon pays natal dans lequel je ne suis pas né. C'est un exemple des poèmes qui vont être édités au mois de septembre. Je ne suis pas peu fier de voir que ma ville puisse inspirer quelqu'un de cette envergure. Alors, je suis presque gêné de reprendre la parole après une telle déclaration d'amour adressée pour Saint-Pierre d'abord. Pour Saint-Pierre et puis pour la Martinique plus généralement. Merci encore, Christian Raffa. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et nous serons de nouveau présents la semaine prochaine. Très bonne soirée à vous. À bientôt.